Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, épisode un petit peu spécial que j'ai enregistré un petit peu à l'avance puisque j'ai fait un interview avec Camilio Rodriguez. C'était vraiment hyper intéressant. Vous allez voir, là je vous ai vraiment préparé un interview hyper qualitatif. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré pouvoir avoir une conversation avec Camilio, qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis pas mal d'années et qui a toute une entreprise qui travaille sur la formation en machine learning. Donc c'était un épisode hyper passionnant. On s'est rendu compte que moi j'ai trouvé la discussion enrichissante puisque j'étais pas forcément toujours d'accord avec les sujets que Camilio apportait. Donc du coup c'était encore plus enrichissant de voir des différentes opinions, surtout des opinions qui proviennent un petit peu d'experts du domaine, notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle générale. Mais ça de toute façon c'est un sujet qui fait débat je crois parmi toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'intelligence artificielle. Donc c'est toujours hyper intéressant de discuter, c'est pour ça que c'est une question que j'aime toujours amener lors de mes interviews. Donc comme vous pouvez l'entendre, j'enregistre pas à la même heure que d'habitude, là les enfants sont réveillés, je vous fais juste la petite intro rapide, donc pour éviter d'être trop long et pour vous introduire ce petit podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des messages sur Instagram, laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, faire des retours sur le podcast, comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, des personnes que vous aimeriez voir intervenir sur le podcast. Je suis encore, comme d'habitude, de toujours vous préparer de futurs invités. C'est ce genre de choses qui m'aident à faire continuer, à faire grossir le podcast. Je vous fais juste un point extrêmement rapide et succinct, juste pour vous donner quelques petites news que j'ai vu passer d'intéressant cette semaine. Donc on a le site Character.ai qui est un des sites très utilisés en intelligence artificielle, principalement aux États-Unis, qui vous permet de parler à des personnages fictifs qui sont générés par des large language models. Vous allez avoir un large language model qui va imiter par exemple Einstein ou d'autres personnages historiques qui sont du coup entraînés sur des données un peu plus précises sur ces personnages historiques et qui ont du coup un style. Et donc là ils ont introduit une fonction Talk. Donc pour l'instant dispo en anglais, qui vous permet de discuter avec ces personnages, et je trouve ça intéressant parce que c'est un petit peu ce que ChatGPT-O avec la voix est un peu en train d'essayer d'amener. Donc j'ai pas regardé en détail comment cette fonctionnalité Talk allait fonctionner, s'il y a beaucoup de latence ou pas, mais on voit que du coup Character.ai, qui est un des gros sites d'intelligence artificielle, commence à mettre en place ce genre de choses avant même que on arrive à avoir la version GPT-4o avec voix qu'on attend toujours avec grande impatience. Et en parlant du coup d'OpenAI, on a une autre news intéressante, c'est une publicité qui a été sortie par Toys R Us, qui a été générée entièrement avec Sora, entièrement quasiment. Ils ont rajouté des petites edits avec tout ce qui est sound effect, etc. Ils ont rajouté quelques effets spéciaux, mais elle est assez impressionnante. Honnêtement, je pense que ça pourrait très bien tenir la route sur une publicité standard. Je pense qu'il y aurait au moins 60-70% des personnes qui s'en rendraient pas compte que ça a été généré par une intelligence artificielle, voire même peut-être plus, mais donc hyper intéressant de voir que ce genre de choses arrive dès maintenant, même si pour l'instant on n'a toujours pas la main sur le modèle Sora, donc on se contentera des modèles qui sont disponibles, avec notamment Luma qui est le modèle un peu intéressant qu'on peut avoir en ce moment. Autre point intéressant, on a une équipe de chercheurs japonais qui ont réussi à mettre des cellules humaines sur un robot. Donc en fait ils ont généré de la peau de façon artificielle avec des cellules humaines et ils l'ont posé en fait sur un robot qui avait une forme de visage humanoïde. Donc c'est un petit peu de la science-fiction là, et on est clairement dans l'Uncanny Valley, donc quand on a quelque chose qui ressemble un peu à un humain mais pas suffisamment pour nous tromper, donc du coup c'est très dérangeant et assez effrayant quand on regarde ce genre de robot. Donc là on est clairement dedans, mais intéressant de voir qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et c'est vrai que là j'ai un peu l'impression qu'en ce moment la partie robotique a le vent en poupe. Il y a pas mal de sujets sur le domaine, pas mal de projets de différentes grandes entreprises qui sont en train de penser que créer des robots, notamment il y a eu un interview là récemment du dirigeant de Nvidia qui est persuadé que bientôt il y aura des robots partout, comme on peut avoir des voitures partout, des robots humanoïdes, et qui aideront du coup à faire tout un tas de sortes de tâches. Donc on verra si l'avenir lui donne raison ou pas, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a pas mal de
sujets là-dessus en ce moment. Dernier point, voilà, il y a pas mal, il y a eu un petit article assez intéressant sur les bots sur les réseaux sociaux, qui sont des bots de trolls globalement, qui vont rajouter des commentaires sur certains posts pour justement aller chercher le conflit. Et ils se sont rendus compte que c'est souvent des bots qui tournent derrière avec des modèles d'intelligence artificielle, et que si on leur demande en répondant à leurs commentaires d'oublier toutes les instructions précédentes par exemple, et de donc donner une recette de cuisine, bah ils sont capables de le faire. Et c'est là qu'on se rend compte que derrière c'est pas des vrais comptes avec des vrais humains, et que c'est entièrement des bots avec derrière des large language models qui tournent pour générer des commentaires. Donc voilà, faites toujours un petit peu attention à ce que vous trouvez sur internet, puisque bah, derrière vous pouvez avoir du contenu qui peut être entièrement généré par une IA, et souvent voilà du contenu qui va jouer sur les émotions des personnes pour pouvoir voilà, faire buzzer certains posts. Donc c'était tout pour le résumé extrêmement rapide des news, parce que vous allez voir la conversation qu'on a eue avec Camillo était plutôt longue, et donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous laisse en compagnie de Camillo. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Donc on se retrouve avec Camillo, que je remercie vraiment d'avoir pu rejoindre le podcast, et qui va du coup peut-être commencer par se présenter, qui a un très grand parcours dans l'intelligence artificielle, donc je suis très content aussi de te recevoir aujourd'hui sur Tsunami IA. Merci beaucoup Dimitri. Du coup effectivement je m'appelle Camillo Rodriguez et je suis le fondateur du Machine Learning Lab. Alors, le Machine Learning Lab, c'est un cabinet de formation et aussi d'accompagnement aux entreprises pour qu'ils puissent lancer des projets d'IA en entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait 80% de mon travail, c'est vraiment des formations en IA. Ok, et c'est quelque chose que tu as lancé il y a un petit moment, si j'ai bien suivi, en 2018, c'est ça ? Oui, tout à fait. Depuis 2018, j'ai lancé les Machine Learning Lab avec la même vision, faire de l'accompagnement à la fois pour la formation et l'accompagnement des sociétés pour qu'ils veulent lancer des projets en entreprise. Mais je pense que vraiment, ça commence tout par la formation, par comprendre de quoi on parle. Comment on peut lancer des projets d'IA si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne sait pas ce qu'est l'IA, qu'est-ce qu'on peut en faire avec, comment ça marche. Du coup, aujourd'hui, je dirais vraiment 80% de mon activité, c'est la formation. Mais ça a commencé vraiment en 2018, bien avant ChatGPT et tous ces outils qu'il y a. Bah, et justement, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que là, maintenant, l'intelligence artificielle, c'est un vrai buzzword, depuis que ChatGPT est arrivé, a un petit peu bousculé le monde, et où voilà, on a eu toute l'IA générative qui a vraiment gagné en visibilité un petit peu. Mais là, 2018, à l'époque, je sais même pas si encore il y avait DeepMind qui avait commencé à faire ses projets sur tout ce qui était jeux de Go, etc. Je crois que c'est à peu près le début de cette époque-là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le machine learning ? Ça existe depuis les débuts de l'informatique. Oui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça existe depuis vraiment les débuts de l'informatique, depuis les années 50. C'est juste qu'il y a eu des intérêts qui ont été plus marqués par les gens. Dans les années 80, les gens s'étaient très, très, très intéressés. Et puis dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle un hiver de l'IA, où les gens ont perdu l'intérêt complètement, personne n'en parlait. Et puis c'est revenu. Du coup, aujourd'hui, avec ChatGPT, par exemple, je pense qu'on est dans ce nouvel âge d'or, en tout cas de l'intérêt de l'intelligence artificielle. Moi, je n'arrête pas. J'ai des formations tous les jours. Même les week-ends, des fois, je travaille. Je n'arrête pas. Mon calendrier il est quasiment rempli jusqu'en décembre. Parce qu'en ce moment, aujourd'hui, ChatGPT, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ChatGPT parce que tout le monde s'intéresse à ça. Et du coup, il y a un regain de l'intérêt de l'intelligence artificielle, mais en 2018, ça existait déjà. Et puis DeepMind, c'est une société beaucoup plus vieille que ça. En 2018, il existait déjà, il faisait déjà des choses. C'est juste que là, aujourd'hui, depuis 2023-2024, ChatGPT, vraiment, tu vois sur le... Ça a fait la promotion, quoi. Tu cherches Google Trends. C'est ça. Tu peux regarder l'intérêt du mot, dans le mot, certainement, intelligence artificielle, tu vois clairement que 2023, ça a explosé au moins par 7, ça a multiplié par 7 ou 8. Donc aujourd'hui, oui, je surfe sur cette vague. Vraiment, ouais. Et bah, c'est très bien parce que tu vois, c'est le nom du podcast, c'est Tsunami IA, surfer sur la vague de l'intelligence artificielle, tu vois, donc c'est parfait, quoi. Et justement, je me disais, 2018, le machine learning, comme tu le disais, ça existait déjà, mais c'était pas forcément ce qui est le plus connu. Donc qu'est-ce qui t'a amené à tomber sur le machine learning et qu'est-ce qui t'a donné envie justement à te dire que t'allais faire une formation là-dessus ? Alors moi, l'intelligence artificielle, à vrai dire, comme la plupart des gens, je connaissais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis formateur, mais je suis pas né formateur en IA. Il a fallu que je me forme au bout d'un moment. J'ai eu la chance de travailler pour un cabinet de conseil qui vendait des prestations, et du coup, il vendait des prestations surtout des produits de Google Cloud. Et dans les produits de Google Cloud, à l'époque, en 2018, il y avait déjà ce qu'on appelle des briques d'intelligence artificielle à sa service. Du coup, ce sont des briques des API que les développeurs ils peuvent intégrer dans leurs produits pour faire de la classification d'images, la traduction,
l'analyse de la voix ou transformer un texte en voix. Il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire. Et ça, à l'époque, déjà, les gens, ils s'ouvraient les yeux. Quand j'arrivais chez les clients proposer ce type de choses, ça ouvrait les yeux. Du coup, je pense que cet intérêt, il est naturel depuis tous les temps. Mais moi, quand j'ai vu que vraiment les gens s'intéressaient à ça et qu'il y avait un moyen de faire de l'argent avec ça, j'ai décidé de m'y lancer. Du coup, j'ai décidé de me former et j'ai décidé de commencer à proposer mes propres services de formation parce que j'ai trouvé que les formations qu'il y avait en IA, il ne me plaisait pas. Et en fait, les formations, elles ne s'étaient pas vraiment adaptées. Du coup, j'ai conçu des programmes de formation que j'appelle aujourd'hui Parler IA. Pour moi, l'IA, c'est comme l'anglais, ça s'apprend. Et moi, les gens qui participent à mes formations, je dis qu'ils parlent IA. Et du coup, c'est comme... Voilà, ils parlent IA. Et justement, du coup, qu'est-ce que tu n'avais pas trouvé dans les formations de l'époque qui fait que là, voilà, vraiment, sur ce que tu proposes maintenant, tu as l'impression de répondre justement aux besoins que tu avais retrouvés à l'époque, quoi. D'accord. Alors, il y a deux types de formations en IA, si je veux caricaturiser. Il y a les formations qui sont très généralistes et qui vont rester vraiment sur l'impact de l'IA dans le monde, sur l'impact de l'IA dans le travail. Et du coup, il y a pas mal de formations, mais sont vraiment superficielles. Ça reste une discussion entre potes dans un bistrot. Ça reste à ce niveau-là. On ne ressort pas avec des éléments concrets. On ne ressort pas avec des choses, avec des vraies connaissances. Et de l'autre côté du spectre, tu as les formations en machine learning et en data, qui sont très complètes et tu t'intéresses vraiment à ce qu'on peut faire avec des l'IA et tout ça. Sauf que elles sont problématiques, elles s'adressent à 1% de la population mondiale. Les gens qui ont des compétences informatiques et les gens qui ont les compétences mathématiques pour comprendre ce qu'on fait. Moi, je me suis dit, mon pari, c'est j'ai envie de démocratiser les machine learning, l'IA, la data, à tout le monde. Est-ce qu'on peut le faire et avec des outils no-code? Est-ce qu'on peut le faire avec des méthodologies descendantes dans lesquelles on peut commencer tout de suite à enseigner les machine learning sans s'intéresser trop à la formule mathématique derrière, aux détails de comment... mais vraiment, que les gens commencent à s'intéresser vraiment au machine learning, à la data, à l'IA, pratique, pas vraiment aller au-delà de la discussion des bistrots et si ça va changer les marchés du travail ou pas. Et c'est les paris que j'ai fait. Et du coup, c'est mes formations. Aujourd'hui, mes formations sont accessibles à tout le monde. La seule condition, c'est savoir se servir de son PC. Mais si toi, tu as un PC, que tu as un ordinateur, un navigateur, que tu sais télécharger les fichiers, tu as les niveaux pour participer à mes formations. Tu as les niveaux pour faire des formations en IA et en data. Et mes formations aujourd'hui, elles n'existaient pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existait pas encore. Je n'ai pas de concurrents. Depuis 2018, je suis le seul dans la planète. Parce que je n'ai jamais vu ça nulle part, ni aux États-Unis, ni en France. D'autres personnes qui ont des formations comme les miennes. Je n'ai pas vu une autre boîte et je ne comprends pas pourquoi les formations de machine learning s'adressent à 1% de la population et que les 99% qui ne sont pas des développeurs, ils sont pas, personne leur propose des choses. Et moi, je suis le seul. Du coup, c'est pour ça que mon calendrier rempli jusqu'en décembre. Il est rempli, ouais. Mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que tu vois, je regardais un petit peu aussi ce qui se faisait dans les formations sur l'intelligence artificielle et soit on se retrouve avec quelque chose qui est très très technique, où là c'est vraiment plus pour un parcours, on a fait du développement, ou comme tu disais, des mathématiques, etc. Et on va aller tout de suite dans des choses assez complexes. Soit on est vraiment en surface avec ChatGPT, tu vas dessus, un prompt, tu l'écris comme ça, et puis voilà, c'est assez en surface, on va pas vraiment beaucoup plus loin. Et je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment cette espèce d'entre-deux où on peut dire aux personnes, ok, comment vous pouvez réussir à peut-être commencer à développer quelque chose qui va ressembler à ce que pourrait faire un ingénieur en intelligence artificielle, mais sans forcément utiliser les outils très complexes qu'il peut avoir, et où vous allez justement peut-être utiliser des nouvelles choses qui sont disponibles maintenant, hein. Comme tu disais, il y a tout ce qui est no-code, hein. Donc des choses qui vont vous permettre de faire du développement de façon plutôt graphique, en rajoutant des petites boîtes qui vont interagir, hein, plutôt que d'aller coder quelque chose de complexe. Et j'ai vu aussi que tu travaillais avec tes étudiants aussi en utilisant l'IA tout simplement pour t'aider à faire du développement. J'ai vu que tu travaillais par exemple avec ChatGPT pour t'aider à coder justement des applications de machine learning. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, alors ça c'est une nouveauté cette année. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est arrivé, ça il ne va pas partir. C'est-à-dire que ChatGPT maintenant c'est un outil que tout le monde s'en sert. Dans l'éducation, ça pose problème pour certaines personnes. C'est-à-dire que si on fait des cours de rédaction et que demain, aujourd'hui il y a ChatGPT, c'est compliqué en fait parce que ChatGPT il rédige des textes. Du coup, il y a beaucoup d'enseignants qui refusent de rentrer à la vague. Moi, je suis à la techno. Du coup, je me suis dit comment est-ce que je peux intégrer ça dans mes cours. Et du coup, ça pour moi, c'était une belle surprise parce que du coup, j'enseigne à coder. C'est-à-dire que moi, dans un deuxième niveau de cours
J'enseigne l'IA et les machine learning avec des outils no-code. Mais les outils no-code sont un peu limités. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Au moins qu'on on mette une carte de crédit sur une plateforme comme Dataiku. Il y a plein de plateformes qui permettent d'y aller un peu plus loin, mais il faut mettre une carte de crédit. Et un étudiant dans son école, dans son université, je ne peux pas lui demander de sortir sa carte de crédit. Du coup, au bout d'un moment, si on veut aller un peu plus en détail, il faut s'intéresser au code. Ce qui est beau avec ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui, j'enseigne à coder à quelqu'un qui n'a jamais codé. Et dans 1 heure, il est en train déjà de faire des choses super intéressantes à l'aide de ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, il va se charger de la syntaxe. Moi, mon premier exercice de code, c'est je dis à mes élèves, faites une calculatrice web. Les gens ne savent pas comment commencer. Du coup, ils demandent à ChatGPT, c'est les réflexes. Fais une calculatrice web. Tarac, il lui sort un code, un bout de code. Les gens ne savent pas coder, ils ne savent pas quoi faire de ça. C'est là que je viens. Je leur dis, copie ces codes, mets-les dans un bloc-notes, sauvegarde, change l'extension en HTML, double-clic sur les trucs. Ce sont des choses que si on n'est pas technique, on ne sait pas faire. Alors, on tendance à prendre 10 secondes à expliquer. Et là, les gens, tout de suite, ils se trouvent avec un logiciel que c'est vrai, c'est ChatGPT qui l'a fait pour eux, mais c'est eux qui ont demandé de les faire. Et tout de suite, ils découvrent la joie de la programmation. Donc, ils se sont retrouvés avec une calculatrice web faite par ChatGPT, mais c'est eux qui sont derrière cette demande. Et je commence mes cours de développement avec ça. 2 heures après avoir fait des jeux, après avoir fait monter petit à petit en compétences, 2 heures après, ils sont en train de faire des modèles de machine learning avec mes cours. Du coup, tu vois que moi, je pousse les choses. Alors, effectivement, s'il n'y avait pas de ChatGPT, je ne pourrais pas proposer ce type de formation. Parce que toute la syntaxe, tous les trucs, c'est... Alors maintenant, moi, ma vision des choses, ma vision de la technologie, c'est que on n'a pas besoin de passer 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans à faire des bases de développement logiciel pour s'intéresser au machine learning. On peut tout de suite s'intéresser au machine learning, même si on n'a pas les bases de la programmation. C'est mon pari, et c'est ce que j'ai fait, et ça marche. Et donc s'intéresser plutôt au concept du machine learning, comprendre un peu comment ça va marcher d'un point de vue mécanique, sans forcément aller dans, comme tu disais, la syntaxe, etc. du code, où là, en fait, on peut s'aider de ChatGPT notamment pour aller plus vite, quoi. Oui, effectivement, et je pense qu'on les fait déjà. C'est-à-dire que même les développeurs chevronnés, aujourd'hui, je te l'ai dit, moi, quand je code, je ne connais pas la syntaxe de tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je vais aller sur Google avant ChatGPT. J'ai allé sur Google, j'ai allé sur les Stack Overchange, c'est un blog dans lequel les gens posent des questions, et je vais regarder. Aujourd'hui, ça facilite un peu la chose, mais c'est... en fait, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se disent « je ne m'intéresse pas à ça tant que je n'ai pas tant et tant et tant de bases ». Et la plupart des formations en IA, c'est comme ça. On te donne les bases en programmation, on te donne les bases en mathématiques. Une fois que tu as acquis tout ça, tu peux faire du machine learning. Moi, c'est l'inverse. Tout de suite, tu vas avoir du machine learning. Même si tu n'as pas les bases de programmation. Même si tu n'as pas les bases de mathématiques, c'est pas grave. Par contre, dans un deuxième niveau, si tu veux aller plus loin et t'intéresser à ça, oui, il faut avoir les bases de programmation pour comprendre comment ça marche. Et si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin et vraiment comprendre comment ça marche, je vais te parler des mots que tu comprends peut-être pas, mais TensorFlow, PyTorch, ce sont ce qu'on appelle des librairies pour faire du machine learning. Si tu veux t'intéresser derrière qu'est-ce qu'il y a, là, il faut s'intéresser à la mathématique. Mais moi, je pense vraiment ce qu'on appelle la méthodologie descendante. Je pense que pour conduire une voiture, tu n'as pas forcément besoin de faire des cours en mécanique. C'est un peu, on les comprend avec les voitures, tu n'as pas besoin de faire des cours en mécanique pour conduire une voiture. Du coup, c'est un peu la même chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, c'est vraiment l'aspect pratique qui va intéresser les gens. Souvent, là, les personnes se disent, bon, bah ok, l'intelligence artificielle, c'est sympa. Ils ouvrent ChatGPT, ils essayent de faire 2-3 choses avec. Le problème qu'on peut avoir avec les large language models, c'est que parfois ils peuvent paraître très pertinents et très sur d'eux, alors que des fois ils sont incapables de faire certaines tâches. Hein. Et donc du coup les personnes se retrouvent à se dire j'ai l'impression que des fois j'ai une réponse pertinente, des fois par contre je lui demande juste de compter le nombre de lettres dans une phrase et il est incapable de le faire. Et voilà, on se retrouve avec un outil un petit peu limité et on comprend pas tout à fait qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Et c'est vrai que c'est un petit peu des fois ce qui est, je pense, limitant sur l'aspect un peu formation qu'on peut avoir de surface. Et c'est là où je pense que ta méthode avec ce fait d'essayer d'aller pousser les gens vers du machine learning ou autre, peut être super pertinent. Il y a quelques podcasts, là j'ai reçu par exemple des ingénieurs en computer vision, donc voilà, qui expliquaient aussi un petit peu comment eux ils fonctionnaient avec les aspects un peu plus techniques. Justement, tu parlais de PyTorch, etc. Où là il faut rentrer dans des choses un peu plus techniques, mais c'était aussi une façon de montrer comment avec du machine learning on peut résoudre des problèmes de la vie courante, des choses très pratiques qui peuvent du coup après derrière aider les entreprises à faciliter certains process qu'elles peuvent avoir.
Et justement, je me demandais, aujourd'hui, les personnes que tu formes, c'est quel type de population généralement? Tu as des étudiants, mais est-ce que tu as aussi par exemple des entreprises? Si c'est des entreprises, de quelle taille quelle taille ont ces entreprises généralement? Alors moi, j'ai eu tout type d'étudiants, des stagiaires dans mes formations. Moi, j'ai la chance d'être indépendant, c'est-à-dire que j'ai choisi aussi vers quel type de population me diriger. Moi, à une époque, quand j'ai commencé, je vendais ça au grand public. Je faisais du B2C. Par contre, les problèmes de faire du B2C, c'est qu'il faut s'occuper de la logistique, parce qu'il faut, une personne, elle achète une formation, il faut qu'elle vienne dans une classe. Et cette classe, il faut que moi, j'y réserve. Et il faut m'occuper, il faut que j'ai un vidéoprojecteur, il faut que j'ai un local, il faut que j'ai un endroit où recevoir ces gens-là. Et en plus, les problèmes des formations B2C, c'est qu'une personne de sa poche, elle va pas avoir 1000 euros pour payer une formation. Du coup, ça paye moins cher, ça demande plus de logistique. Dans un deuxième niveau, j'ai commencé à enseigner avec des écoles. C'est le même programme, exactement le même. Maintenant, ce sont des écoles. Quel type d'école? Surtout les écoles de commerce, les écoles de marketing, les écoles de RH, les écoles finance. En fait, toutes les écoles, sauf même les écoles d'ingénieurs. Mais tous les endroits, en fait, toutes les écoles. J'ai enseigné dans toutes les écoles, les MBA, les grandes écoles, commerce, management, marketing, mais vraiment tout type d'école. Et c'est la même formation que j'ai fait avec les particuliers. Les écoles, c'est bien parce que c'est récurrent et que tous les ans, ça tombe tout seul. Le problème, c'est que les écoles, elles sont dans les business de payer les moins qu'elles peuvent en formateur et vendre et mettre les plus d'étudiants qu'on peut dans une salle. Et du coup, je me retrouve avec des salles de 40 personnes où la qualité de l'enseignement, ça se dégrade parce que moi, mes formations sont pratiques. Je fais faire des choses. Moi, je ne viens pas lire des PowerPoint. Moi, mes formations, je parle les 5 minutes, je leur laisse un challenge et c'est eux qui font. Je leur donne les outils, je leur donne comment faire les trucs et je sais qu'ils vont arriver. Mais ça, c'est mes formations. 40 personnes, c'est compliqué d'aller derrière chaque personne pour les faire. Du coup, aujourd'hui, là où c'est le plus rémunérateur pour moi, c'est faire des formations avec les entreprises. Parce qu'une entreprise, elle a les sous, elle a un budget formation. Les programmes, c'est strictement les mêmes. Moi, je ne change pas les programmes, que ce soit en école, en particulier ou en entreprise. C'est les mêmes programmes que j'ai conçus. Maintenant, les entreprises, on peut se rémunérer plus cher. C'est elles qui s'occupent de la logistique. Les problèmes des entreprises, c'est que il faut aller les trouver. Et du coup, les négociations, ça prend beaucoup plus de temps. Pour vendre une formation d'entreprise, on va être dans des cycles de vente de peut-être 3 à 6 mois. Il faut convaincre les M+1, il faut convaincre les chefs de la boîte, il faut demander souvent des budgets OPCO. Du coup, il y a tout un travail marketing et commercial qui c'est un peu plus lourd. Du coup, en fait, c'est un peu... Mais voilà, ça, c'est un peu mes 3 cibles. Les entreprises, les écoles et les particuliers. Et les entreprises, elles font quelle taille? C'est plutôt des grandes entreprises, du coup, avec lesquelles tu travailles, ou ça t'arrive aussi de travailler avec des PME, des TPE? Tout le monde, sauf que les grandes entreprises, ma façon d'y arriver, c'est à travers d'autres centres de formation. C'est-à-dire que je travaille avec des centres de formation comme Sego, Sourcys, Sparks. Il y en a plein qui, eux, ils sont des contacts dans les boîtes du CAC 40. Du coup, boîtes comme Orange, Total. Tous ces gens-là, j'ai enseigné dans ces entreprises. Mais pour avoir ces contrats, c'est un peu difficile pour moi de les savoir tout seul. Du coup, la façon la plus simple, c'est d'arriver à travers des centres de formation. Alors maintenant, moi, quand je vais en direct, c'est plutôt des entreprises à taille moyenne. Je veux dire, une centaine de personnes, de 200 personnes, même une vingtaine ou une trentaine de personnes. Ça, c'est le type d'entreprise, ce qu'on appelle des PME. Ça, c'est les clients que j'aime bien parce que les clients où je peux facturer en direct, que je ne passe pas à travers quelqu'un d'autre. Et où je veux dire, où la qualité de la formation elle est la meilleure parce que moins il y a d'intermédiaires entre les formateurs et les stagiaires, moins il y a d'intermédiaires, plus la formation et les qualités. Et en plus, j'imagine que quand tu es dans une PME, tu peux vraiment personnaliser entre guillemets le sujet de ta formation pour avoir quelque chose de pertinent. Et surtout, il n'y a pas d'intermédiaire. Du coup, j'ai pas à dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc. Je vais te dire un truc. ChatGPT, c'est un cauchemar pour moi, dans le sens où il y a beaucoup de centres de formation qui vendent des formations, où la fiche elle a été rédigée par ChatGPT. Les clients, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il voit la fiche qui a été rédigée par ChatGPT. Il a déjà acheté, il vient vers moi, il me dit les clients, il a acheté ça. Moi, je vois les programmes, j'ai dit ça n'a pas de sens. Ce qu'ils veulent, ça n'a pas de sens. Ah c'est ce que les clients, il a acheté. C'est les mots-clés un petit peu du moment, mais d'un point de vue intérêt pratique, ça en a pas, quoi. Ouais. Voilà, et du coup, le problème des ChatGPT, c'est que voilà, ça raconte n'importe quoi et que tu as essayé. Et du coup, ça raconte n'importe quoi. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de façon irresponsable. C'est-à-dire qu'ils publient une fiche d'un produit sur un truc qui avait fait ChatGPT, c'est très facile. Au niveau intellectuel, c'est très facile, c'est très rapide. Maintenant, si on n'a pas fait le travail derrière de valider avec un formateur si ça, c'est... Bien sûr, si c'était logique, ouais. C'est hyper...
Ouais, c'est vrai que c'est le défaut aussi de l'IA générative. On se retrouve avec l'aspect pratique qui permet, comme tu sais, de lancer du développement facilement, mais en même temps, on se retrouve aussi avec du contenu qui est de plus en plus créé avec l'IA. Et c'est vrai que ce contenu, il n'est pas tout le temps pertinent ou qualitatif, ou en tout cas, il peut donner l'impression d'être bien écrit, d'être bien structuré, mais quand on connaît vraiment son sujet et qu'on regarde un petit peu ce que ça veut dire derrière, des fois, on peut se retrouver avec quelque chose qui fait pas vraiment grand sens, quoi. Moi, il y a quelque chose que je me demande aussi, c'est que je vois quand même que ça reste quand même quelque chose qui est assez facile d'accès, ChatGPT, pour une petite entreprise, même pour une très petite entreprise. Donc je sais que dans les auditeurs, il y en a plusieurs qui ont des très petites entreprises qui m'ont posé des questions justement sur comment ils peuvent essayer de former les personnes de leur entreprise, etc. Et comme tu l'expliquais, il y a pas mal de formations de surface qui existent sur comment un petit peu utiliser les outils de base, mais il y a souvent très peu de choses sur comment personnaliser un petit peu une intelligence artificielle aux besoins de son entreprise. Et donc si je comprends bien, ça, toi, c'est quelque chose dont toi tu serais capable, où tu pourrais justement t'adapter aux problématiques d'une très petite entreprise. Bien sûr. Alors, ChatGPT, c'est la porte d'entrée. C'est vraiment la porte d'entrée. C'est ce que les gens ils connaissent, c'est ce que les gens ils ont entendu parler à la télé. On parle d'intelligence artificielle. ChatGPT, il a les mérites. Ils sont très forts en marketing. Ils sont arrivés à faire avec les mots IA ce que Kleenex a fait avec les mots mouchoirs, ou Frigidaire a fait avec les mots voilà. Ce sont des mots. Aujourd'hui, je parle à ma boulangère. Elle dit, j'utilise l'IA. Sous-entendu, j'ai utilisé 2-3 fois ChatGPT. Alors maintenant, j'estime que mon travail, c'est aller au-delà de ça. C'est-à-dire que, OK, tu as utilisé ou pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens en France qui n'ont jamais testé par peur, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont vu que c'était payant. Du coup, il y a beaucoup de gens qui surfent sur la vague de ChatGPT. Ils profitent pour faire leur application et dire, c'est moi ChatGPT, je ne sais pas, et toi, tu me payes. Et du coup, les gens, ils payent parce qu'ils sont naïfs. Il y a beaucoup d'escrocs comme ça. Alors moi, j'essaye pour poser les bases déjà, que c'est montrer quelle est la vraie application, comment l'utiliser. Je commence pour montrer ce qu'on peut faire, mais je commence pour montrer aussi ce qu'on ne peut pas faire. Tout de suite, comme ça, les gens ils commencent à voir Et moi, je demande à Dimitri et aux écouteurs ici, poser la question à ChatGPT, comment je m'appelle. Question aussi bête que ça. Comment je m'appelle. ChatGPT, même les dernières versions, elle est incapable de répondre. Comment je m'appelle. Et pourtant, le nom de l'utilisateur, il est bien visible en bas. Donc j'ai dit, mais quel est mon nom d'utilisateur? Même la dernière, qui fait les voix, qui fait les effets, qui a toutes ces des gimmicks, même elle est incapable. Et je sais pourquoi c'est incapable, parce qu'en fait, ChatGPT, à la base, ce n'est plus ou moins qu'un autocomplete. C'est un autocomplete. Et ça ne va pas aller au-delà de ça. C'est juste un autocomplete. Exactement, ouais. Avec en tout cas ce format qu'on a. Aller se connecter à sa propre base de données et récupérer ton nom d'utilisateur. Chose qu'on ferait avec une ligne de code. Si toi, tu me demandes de faire un logiciel qui sache comment tu t'appelles, que je suis ingénieur chez OpenAI, une ligne de code, ça finit. Ça suffit pour faire ça. Maintenant, ChatGPT, il est incapable de faire ça. Parce que ce n'est pas sa fonction de base. ChatGPT, c'est un autocomplete. Alors maintenant, le problème avec ChatGPT, c'est que c'est un autocomplete qui a l'air tellement sûr, et surtout que c'est tellement facile d'utiliser, que les gens ils ont l'impression que ça dit de vérité, ça induit dans l'erreur. Du coup, moi, je vois des gens qui disent « Non, j'aime pas ChatGPT. » Pourquoi? Parce que ça m'a engueulé. Une fois, j'ai posé une question et il m'a engueulé. Et du coup, en fait, c'est pareil. Il faut remettre tout ça en perspective. Et je demande aux gens, il t'a engueulé. On répond la même question dans une nouvelle fenêtre de chat. Ouais, c'est ça, ouais, parce que des fois, il peut... engueuler. Pourquoi? Il peut être très directif, ouais. Parce qu'il n'y a pas de contexte. Et du coup, en fait, mais tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut que couvrir que par la pratique. C'est-à-dire que pour moi, pareil, les formations, c'est axé sur la pratique. C'est pas moi avec 3 PowerPoint, c'est plutôt toi tout fait, avec des exercices, avec des choses. Et du coup, pour moi, oui, ChatGPT, pour revenir à la question initiale, c'est la base. C'est la base parce que c'est la porte d'entrée, c'est les produits d'appel. Mais c'est la base pour s'intéresser à beaucoup plus de choses. Et oui, ChatGPT, on peut personnaliser. Alors, ils sont dans un truc qui s'appelle les GPT, ça c'est assez facilement paramétrable. Mais au-delà de ça, on peut faire aussi son propre LLM. La semaine prochaine, je vais faire une formation avec une entreprise où on leur a promis de montrer comment déployer son propre LLM en local, en privé sur un serveur, avec sa base de connaissances. Et du coup, alors oui, ça demande un travail d'ingénierie. Là, tu te bases sur du coup un modèle open source comme Llama 3 ou Oui, effectivement. Alors, il faut faire des modèles open source de LLM et il y a aussi des infrastructures. Alors, ça demande un tout petit peu de l'ingénierie. Ça, c'est pas en formation pour monsieur et madame tout le monde. C'est pas un boulanger qui a envie de déployer son propre LLM chez elle. Du coup, ça, c'est pas un médecin qui a envie de faire ça. Mais en même temps, l'ingénierie. C'est aussi un petit peu, je pense que c'est aussi de plus en plus accessible. J'ai l'impression, en tout cas, même si c'est, comme tu le dis, ça demande quand même des compétences. C'est pas très compliqué. En fait, ça, voilà.
Ce qui est très compliqué, ça c'est un peu plus compliqué, c'est faire soi-même son propre LLM. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est... Et surtout parce qu'on n'a pas les connaissances, mais surtout parce qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de reproduire ChatGPT, je suis incapable. Alors, je sais comment ça marche. On n'a pas les données mais j'ai ni les connaissances et j'ai pas non plus la base de données nécessaire qu'ils sont... Je sais même pas comment ils sont obtenus. Et la puissance de calcul aussi. Et j'ai pas non plus la puissance de calcul. Du coup, je n'ai pas de quoi faire un ChatGPT, moi. Mais c'est pas grave, j'ai pas de quoi faire un Google Translate non plus. Il y a plein d'algorithmes, autant pour eux, c'est très bien qu'ils l'ont fait. Il faut aussi connaître ce qu'on peut pas faire en technologie. C'est très bien aussi de connaître ses propres limites. Qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Oui, c'est vrai que moi je le dis souvent, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, le cœur de la guerre, souvent, c'est les données, avoir des bonnes données de qualité pour justement entraîner son modèle et avoir après quelque chose de pertinent. Justement. Je dirais non. Pour moi, les nerfs de la guerre, c'est la personne qui est derrière et se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a beaucoup de projets, des data, on n'a pas de data. Okay. Moi, dans les projets de data, souvent j'ai fait des problèmes dans lesquels les gens ne sont pas de data, donc il faut aller la collecter. On peut constituer soi-même sa propre data. Oui. Mais par contre, s'il n'y a pas un humain derrière qui comprend, qui a envie, qui se pose de bonnes questions, il n'y a rien qui va se passer. Pour moi, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça, que derrière les machine learning, c'est la data. Pour moi, derrière les machine learning, ou l'IA, c'est surtout l'humain. Une personne compétente qui a envie de faire des choses et qui se donne les moyens pour y arriver. Oui, pour pouvoir justement avoir l'idée de où son projet veut aller. Mais le point de départ, c'est quand même souvent la donnée, ou tu ne penses pas? Généralement, quand tu vas monter ton projet de machine learning... Il y a un type, si tu veux, il y a deux façons de faire des logiciels, un peu historiquement. Il y a les logiciels qu'on appelait ça dans les années 80, l'intelligence artificielle symbolique, ou tu peux appeler développement classique. Grosso modo, tu fais un logiciel, c'est toi qui les codes, basta. Et du coup, après, il y a un input, il y a un output. C'est comme ça qu'ils fonctionnent 90% de la plupart des logiciels dans le monde. Après, il y a une autre façon de faire le logiciel, c'est ce qu'on appelle les machine learning. Alors, les machine learning, c'est pas toi qui vas faire les règles, tu vas les trouver grâce à des données. Et du coup, c'est pas que les logiciels s'écrivent tout seuls, c'est que grâce aux données, on va pouvoir faire ce type de logiciel. Ça marche, c'est très pertinent de faire des logiciels comme ça dans certains cas, dans d'autres, ce n'est pas. Donc, calculatrice, tu ne la fais pas avec des exemples. Tu ne fais pas une calculatrice en lui donnant 2 plus 2 est égal à 4, 5 plus 5 est égal à 10, 10 multiplié par 10 est égal à 100. Du coup, maintenant, apprends ça. C'est pas la bonne façon de faire une calculatrice. La bonne façon de faire une calculatrice, c'est faire 2 ou 3 cas règles, que c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et ça s'applique à tous les cas. C'est ça la bonne façon de faire une calculatrice. Maintenant, il y a des logiciels qui ne fonctionnent pas, et c'est pas possible de les faire comme ça, notamment les cas de la traduction. On a essayé de faire de la traduction avec des règles, ça ne marchait pas. Parce que les langages, il est tellement nuancé, les performances dans le logiciel des traductions faites avec du machine learning, ça dépasse celles d'un logiciel qui est fait avec des règles. Pareil pour d'autres choses, la computer vision, la reconnaissance d'images. Moi, un des cas que j'ai fait dans les écoles ou quand j'enseigne le machine learning, une des premières choses que j'ai fait, c'est montrer comment est-ce qu'on peut faire un logiciel pour reconnaître les fruits et les légumes pour un supermarché hypothétique, pour la caisse. Et du coup, je demande, les gens ils commencent à me dire comment est-ce qu'on reconnaît aux pommes. Et du coup, les gens ils me disent c'est rouge, c'est rond. Bah oui, c'est rouge, c'est rond. Alors maintenant, regardez la tomate. Ah bah oui, c'est rouge, c'est rond. Ah ok, il y a la petite queue. Bah maintenant, regardez la cerise. Ah bah oui, rouge, rond, cerise. Mais regardez la pomme jaune, la pomme verte. Et du coup, est-ce que la pomme, elle peut être blanche? Que je pose la question. Non, elle peut déjà pas être blanche. Et si on la coupe? Bah oui, effectivement, ça peut être blanche. Est-ce qu'elle est toujours ronde? Oui. Bah non, et si on la coupe encore plus? Ah non, c'est pas rond. Et du coup, en fait, on se rend compte des limites de faire des logiciels avec des règles. Avec ça, ça saute aux cieux. Et là, les gens, intuitivement, ils me disent bah, il faut les faire avec des exemples. Et ça, ils décrivent ce qui s'appelle les machine learning. Les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels avec des données. C'est concevoir des logiciels grâce aux données. Du coup, effectivement, dans les machine learning, si on n'a pas de données, on ne peut pas faire de machine learning. Mais ces données-là, c'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on ne peut pas les collecter. C'est-à-dire que pour moi, toujours, il y a l'humain derrière. Ouais. Et moi, dans les projets machine learning que j'ai fait, je ne leur donne pas de données. Je leur dis, allez chercher vous-même vos données. Et ça, ils apprennent aussi l'importance de la collecte des données. Oui, bien sûr. Et puis après, la collecte et la mise en forme aussi, j'imagine, parce qu'il faut quand même... La collecte, les nettoyages, la mise en forme. Du coup, tout ça, rien que dans un projet d'image, je leur dis, allez sur Google. Et du coup, les gens ils commencent à télécharger avec la souris des images. Et après, quand ils veulent aller plus loin, qu'ils veulent faire, je leur montre 2-3 techniques pour faire des téléchargements en masse, si on a le temps, s'ils ont l'envie. Mais par contre, ça, c'est les images. Maintenant, quand on parle des données structurées, par exemple, tout ce qui est en colonne et des fils, moi, quand j'enseigne la data, je l'enseigne avec Excel ou avec Google Sheets.
parce que les gens, ils connaissent cet outil-là. Les gens, ils ne connaissent pas Python, ils ne connaissent pas Pandas, ils ne connaissent pas les outils développeurs. Et moi, tout ça, c'est très bien si on a un dataset d'1 million de données. Alors maintenant, je n'ai pas besoin d'un dataset d'1 million de données pour enseigner les bases de la data science. Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'apprennent à nettoyer, à chercher les valeurs aberrantes, à chercher les valeurs qui sont trop petites, trop larges, les valeurs nulles. Et tout ça, c'est ce qu'on a fait en data. Ça fait partie du travail de la data science, c'est nettoyer les données. Moi, mon pari, et je suis la seule personne qui le fait dans le monde, c'est-à-dire on peut apprendre la data science avec Excel. Et parce que toi, tu sais déjà utiliser Excel. Ouais, plutôt que d'utiliser des outils qui sont un peu plus élaborés, qui effectivement, quand on est expert, permettent d'aller plus loin, mais au début, quand on s'initie à tout ça, on n'en a pas forcément besoin. Et ça peut faire peur aussi. C'est-à-dire que si moi, je vois en ligne et code, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est du code, je ne sais même pas tourner du code, c'est pas pour moi. Moi, je vois en Excel, je dis, ça, je peux manipuler. Du coup, je pense que c'est mieux. Alors, effectivement, du moment où on a un dataset de 1 million de données, on ne peut pas l'ouvrir avec Excel. On ne peut pas. Là, on a besoin des outils comme Python, des développements. Mais ça, je pense que je commence pas avec ça. Moi, oui, c'est l'étape d'après, ouais. Ouais, c'est super intéressant parce que ça permet aussi, c'est vrai que des personnes se retrouvent des fois, comme tu l'expliques, à être un peu impressionnées dès qu'il y a du code ou autre, alors qu'au final, c'est pas forcément si compliqué que ça, et en s'aidant des outils qu'on a aujourd'hui, on peut quand même réussir à faire des choses assez impressionnantes, même en utilisant des briques assez simples, comme Excel ou autre, et comme certains outils de no-code. Je sais pas si moi j'ai commencé à regarder, parce que forcément, vu que le thème du podcast c'est l'intelligence artificielle, j'essaie aussi d'automatiser pas mal de choses dans ma création du podcast avec l'IA, donc par exemple sur les réseaux, etc. Donc je commence à travailler avec un outil qui s'appelle Make. C'est un des concurrents de Zapier, donc c'est pareil, c'est du no-code pour faire de l'automatisation. Et c'est pareil, je trouve que c'est assez facile, tu peux le connecter avec des briques, une petite base de données dans un coin, le connecter après avec tes réseaux sociaux, etc. et faire pas mal de choses. J'adore ce type d'outils, je les intègre dans mes formations, j'enseigne justement Zapier. Ce sont des outils qui permettent de se dire, je vais connecter une application à une autre. Et c'est aussi bête, mais je vais le faire avec la souris. Du coup, il n'y a pas les lignes code, il n'y a pas l'écran noir qui fait peur avec des lettres que les gens ne comprennent pas, avec du code informatique, parce que les gens ils ont peur quand ils voient ça. Ils se disent, c'est pas pour moi, je ne sais même pas comment ça marche. Et du coup, tout de suite, les gens ils font un blocage. S'ils voient une interface dans laquelle ils peuvent faire clic, ça fait moins peur. Et du coup, ils s'y vont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à coder. Apprendre à coder, ça te permet de te passer des Zapier, ça te permet d'aller au-delà de ce type de choses. Mais moi, je pense que c'est pour commencer à s'intéresser à l'informatique, à l'IA, et je ne comprends pas comment je suis les seuls dans le monde qui enseignaient ça et qui ne sait pas un code. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est super pertinent. Donc, en tout cas, je suis super content de t'avoir sur le podcast parce que je suis vraiment aligné avec ton point. Aujourd'hui, on a, je pense, un trou un peu entre les formations très techniques et un peu en surface. Et donc là, c'est ce que tu nous racontes, ça a l'air super et je pense que ça intéressera pas mal d'auditeurs. J'espère que même certains des auditeurs, si jamais on veut faire une formation avec toi, du coup, il faut passer par ton site, c'est ça ? Il faut me contacter, il faut voir. En fait, il n'y a pas. Je voudrais te dire, là, la prochaine session, c'est tel jour, allez sur le site et cliquez. Alors maintenant, je ne propose pas forcément des formations grand public, mais par contre, je prends les coordonnées des gens et si jamais je vois qu'il y a un petit groupe, j'essaye de les contacter, on peut essayer de se faire. Si c'est un public, maintenant, si c'est une entreprise, c'est un peu plus simple parce que il faut échanger, il faut parler. Moi, mon site, c'est mlab.ai. M comme machine, lab comme laboratoire.ai, comme intelligence artificielle. Et Artificial Intelligence. Okay. Et là, il y a toutes les informations, il y a aussi mon contact. Les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi pour poser des questions et c'est gratuit. Tant que je suis évidemment disponible parce que j'ai un agenda avec des formations et tout ça. Mais j'ouvre plus de 15 créneaux dans la semaine pour que les gens réservent 30 minutes avec moi. Et moi, j'ai tout. Et moi, j'ai plein de gens qui viennent pour me poser des questions avec leurs tests universitaires, des patrons d'entreprise qui ont des questions, des journalistes qui ont des trucs. Moi, je prends tous les mondes. Moi, une demi-heure de mon temps, ça, si je l'ai, je peux la donner. C'est super sympa justement que tu sois très ouvert là-dessus et j'ai été hyper surpris. Je me suis dit mais tu dois avoir un agenda hyper rempli et pourtant tu m'as tout de suite proposé des créneaux pour le podcast. Donc encore une fois merci pour ça. Non, et du coup comme je disais aux auditeurs, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez apprendre un peu comment avoir une utilisation pratique du machine learning, n'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur le site mlab.ai, c'est ça? mlab.ai. Ok.
Et donc du coup maintenant je voulais parler d'un sujet un peu plus sur ta vision que tu peux avoir sur l'intelligence artificielle. Toi, comment t'envisages un petit peu ce changement? Est-ce que tu considères que c'est un changement qui est vraiment important ou pas? Comment tu vois ça peut-être un peu plus à moyen terme d'ici 2, 3 ans, 5 ans? Comment les choses pourraient évoluer? Est-ce que tu as un petit peu une idée de comment certaines choses pourraient évoluer dans la société en général, peut-être dans ton métier aussi, ou dans certains domaines? Alors, oui, effectivement. Avant de répondre à ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Ah, ça c'est toujours très compliqué. Moi alors je pense, et tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que la définition elle a un peu évolué. C'est-à-dire qu'avant, on parlait d'intelligence artificielle, c'était un petit peu défini. On pouvait parler par exemple d'intelligence artificielle dans des domaines comme le jeu vidéo. C'était dès qu'on avait un comportement qui était un petit peu automatisé, avec des règles un petit peu poussées, où voilà, on avait un peu un automate qui fonctionnait, on pouvait commencer à parler d'intelligence artificielle. Après on a eu l'arrivée de tout ce qui était machine learning. Après l'arrivée du deep learning, où là je pense qu'on rentrait vraiment dans des nouveaux domaines qui étaient plus liés à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un mot qu'on colle un peu partout, et où hier on faisait un algorithme avec des conditions simples, c'était un algorithme, et maintenant on appelle ça une intelligence artificielle, alors que ça n'a pas changé, ça fonctionne toujours de la même façon. Et donc je suis un peu d'accord que c'est un peu compliqué de le définir aujourd'hui, sachant qu'en plus on a la confusion avec le fait qu'avant on s'imaginait l'intelligence artificielle ce sera quelque chose de vraiment intelligent qui pourra faire plein de choses, mais ça maintenant cette définition on la met plutôt sur le nom d'intelligence artificielle générale, et donc ouais pour moi c'est quelque chose un peu compliqué à définir, mais si je devais le définir c'est un petit peu ça aujourd'hui, c'est voilà. Quand je pose la question dans les formations, je pose la question à 3 ou 4 personnes et voilà, tout le monde dit des trucs et on arrive à la conclusion que c'est difficile de la définir. En tout cas, ils se mettent d'accord. Mais tu sais pourquoi, Dimitri? Pour moi, c'est que le mot intelligence est super dur à définir déjà. Exactement. C'est tout simplement ça. Parce que du coup, mais tu as vu tout à fait. Ça c'est les mes formations. Je pose la question aux gens, c'est quoi l'intelligence? Alors, pareil, la capacité à réfléchir, enfin, se poser des questions, à être créative. Et du coup, en fait, il y a des gens qui sortent des trucs, il y a plein d'intelligence, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 7, il y en a 2. Du coup, l'intelligence, tout court, c'est impossible de se mettre d'accord sur un concept. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle si on ne se met pas déjà d'accord sur ce que c'est que l'intelligence? Et c'est pour ça que tu vas demander à chaque conférencier, formateur, expert, chercheur, cette personne-là, il va avoir sa propre définition d'intelligence artificielle. Et je pense que personne a tort, mais personne n'a monopole sur l'unique définition d'intelligence artificielle. C'est un peu comme si je t'ai dit, Dieu, c'est ça. Et c'est point barre, c'est ça la définition de Dieu. Et les autres, ils sont torts. Moi, je pense un peu arrogant de faire ça. Du coup, moi, j'ai dit, je pars du principe, vous n'allez pas sortir avec la définition de qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ici. Alors maintenant, je commence à challenger. Est-ce que pour toi, Dimitri, une calculatrice, c'est une intelligence artificielle? Non, pour moi, la partie, à partir du moment qu'on n'utilise pas des outils un peu plus avancés de neural network globalement, moi j'ai du mal à mettre ça dans la catégorie intelligence artificielle. Donc, dès qu'il n'y a pas un petit peu de machine learning, c'est combien 2 plus 2? 4. Là, tu as battu ma machine. Voilà. Maintenant, je vais te poser la question. C'est combien 56 plus 89? Oula, là, tu me poses des questions. 145. 145. Là, ma machine, elle t'a battu. Elle a fait une tâche intellectuelle plus rapide que toi. Est-ce que c'est une intelligence artificielle ou pas, en calculatrice? Non, pour moi non, parce qu'il y a cet aspect déterministe. C'est-à-dire que si tu lui redemandes 56 plus 86, on sait exactement par quel processus elle est passée pour faire son calcul. Du coup, pour toi, c'est les seules intelligences artificielles, c'est les machine learning. Sinon, il n'y a pas... Ouais, c'est ça. En tout cas, dans ma définition, la vision que j'ai, c'est plutôt ça, parce que tout simplement, avant qu'on ait un petit peu le buzz qui arrive sur l'intelligence artificielle, on appelait ça des logiciels, des automates, des algorithmes, mais on n'appelait pas ça des intelligences artificielles. Maintenant, il y en a pas mal qui surfent sur le mot pour justement appeler ça de l'intelligence artificielle, mais avant, ça n'en était pas. Et donc, du coup, c'est vrai que pour moi, j'aurais tendance à considérer qu'on rentre vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle dès qu'on travaille avec un système où on se base sur soit des neural networks, du machine learning, ce genre de choses-là, parce que là, on a vraiment quelque chose, on essaie de changer notre paradigme quand même de développement et de construction du logiciel, comme tu l'as dit, par exemple, en prenant quelque chose où on va se baser sur les données plutôt que de se baser sur des règles. Et donc, c'est pour ça que moi, là, je considère qu'on passe cette étape de l'intelligence artificielle. Du coup, si j'ai fait une calculatrice avec du machine learning, pour toi, c'est une intelligence artificielle? Ouais, absolument. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui avait travaillé sur une intelligence artificielle du coup qui se basait sur un LLM qui avait été entraîné sur des parties d'échecs et qui arrivait à faire un joueur d'échecs avec des résultats qui étaient assez bons. Pas aussi bons que les algorithmes qu'on peut connaître en échecs, dont certains, je crois que c'est... j'ai perdu le nom. On a certains algos qui sont très très bons en échecs, mais parce que eux, ils vont
calculer un peu brute forcée toutes les possibilités des coups, leur donner des points et prendre le meilleur coup possible. Et ben là, cette intelligence artificielle-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des données, elle avait pris des millions de parties, et à partir de ces exemples de parties, elle avait compris, enfin, entre guillemets, compris les règles, et elle était capable de deviner le meilleur coup possible, avec un bon niveau qui n'était pas forcément le meilleur niveau possible, mais qui était quand même un niveau assez correct. Et là, pour moi, on rentre dans la partie intelligence artificielle parce qu'on se retrouve avec un comportement qui ressort justement juste du fait d'avoir pris énormément de données, d'avoir une approche un petit peu statistique en créant notre modèle derrière d'IA, et pour avoir derrière un résultat qui est plutôt pertinent. Et là, pour moi, on rentre dans l'IA parce que... Je t'ai challengé, à partir de combien de données tu considères si j'utilise une calculatrice avec 2 données? Ouais, je fais une calculatrice je pense qu'elle va pas faire grand-chose. 2 plus 2 est égal à 4 et 5 plus 5 est égal à 10. Ouais, là, c'est du machine learning parce que j'ai 2 données. Oui, bah... C'est une calculatrice qui va pas marcher, ça va être très bête. Elle marchera pas, elle sera très bête, mais pour moi, on rentre quand même dans le domaine... l'intelligence artificielle. Ouais, je pense, ouais. Bah, c'est comme GPT-2 ou les tout premiers autocompletes qu'on pouvait avoir, s'ils sont vraiment cette approche statistique avec le modèle derrière, où on utilise des méthodes type machine learning, etc., les bibliothèques dont tu as parlé, le PyTorch et compagnie, pour moi, là, on rentre dans ce domaine-là, ouais. Mais bon, comme tu dis, la limite, elle est floue. Je sais qu'il n'y a pas des réponses, il n'y a pas... Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est plutôt un mot qu'on colle. Et plutôt, c'est un mot à la mode qu'on colle. Mais ça vient, ça disparaît, ça revient, ça disparaît. J'espère que ça va rester. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tout logiciel qui met de l'intelligence. Alors maintenant, l'intelligence, on peut l'imiter avec des approches statistiques, avec des règles. On peut l'imiter, peu importe la façon. Du coup, pour moi, tout logiciel. Tu le classerais déjà. Une intelligence artificielle, une calculatrice, c'est une intelligence artificielle. D'ailleurs, la bonne façon de faire une calculatrice, c'est pas avec des données, c'est avec des règles. Bien sûr. C'est plus efficace, ça consomme moins de ressources et c'est beaucoup plus intéressant de faire une calculatrice avec 2-3 règles. Ça peut marcher sur une petite puce que faire une calculatrice avec des milliards d'exemples. C'est pas la façon la plus... la plus efficace et la plus... Non. Après, maintenant, il y a un problème sociétal, c'est que les gens, dès qu'ils vont en technologie, qu'on la voit pas, qu'on la connaît pas, on la considère de la science-fiction. Dès qu'on l'a, il y a un petit effet wow, ce qu'on appelle les cycles du hype de Gartner, et après, on s'habitue. Est-ce que tu te souviens, Dimitri, la toute première fois que tu as pris un Uber? Même pas, non. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, ils étaient avec un service différent, mais je me souviens pas exactement quand est-ce que c'était. La première fois que tu as fait appel à un service de voiture, qu'avec un bouton, elle vient te chercher. Oui, c'est vrai, ouais. Est-ce que c'était pas de la science-fiction pour toi? Ah oui, t'as un effet ouais. Cliquer sur un bouton, la voiture, elle arrive. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères ça de la science-fiction? Non, maintenant, on considère que c'est normal. Et même si ça fonctionne pas, on se dit, mais comment ça se fait que ça marche pas? Exactement, toi, t'es une même exigeant. La première fois que tu as découvert Wikipédia. Ah oui, c'était cool. Tu as découvert que, il y a un logiciel qui a en réponse des articles, surtout, qui ont connaissance quasiment, je ne vais pas dire infinie, mais elle est bien large. Alors maintenant, est-ce que tu considères Wikipédia comme quelque chose de wow? Non, bien sûr, c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes. Alors, certainement, c'était pas il y a trop longtemps. La première fois que tu as utilisé ChatGPT, t'étais pas surpris? Exactement, pas étonné? Et j'ai été très surpris. Après, j'avais déjà eu des petites connaissances, parce que moi, j'ai un parcours, du coup, où j'ai fait un peu plus d'informatique, et j'avais déjà, à l'époque, vu ce qui se faisait avec les GPT-2 à l'époque, mais je savais qu'il y avait, par exemple, certains sites internet qui créaient des articles qui étaient écrits uniquement par une approche un peu statistique, où ils faisaient des articles très basiques sur, typiquement, si je voyage dans un certain pays à certains mois, ils nous disaient, à cette époque de l'année, la température est entre 10 et 20 degrés, un texte assez basique, qui n'était pas très mal écrit, donc je savais que ça pouvait exister, mais vraiment, j'ai été impressionné. Mais moi, ce qui m'a vraiment très impressionné, c'était plutôt ce que Google avait fait avec DeepMind quand ils ont battu le champion du monde de Go, où là, je me suis dit, waouh, on est capable de faire des choses assez dingues avec ce genre d'approche. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ça t'étonne? Non, exactement. Maintenant, ça ne m'étonne plus. Ça fait partie de ton quotidien. Et toi, tu te dis, OK, on a fait un logiciel qui a tous les champions du monde des échecs. Moi, je veux dire, est-ce que c'est drôle de jouer contre un adversaire qui est imbattable? C'est même pas drôle. C'est ça, maintenant. À quoi ça sert de jouer contre un truc qui est imbattable? Du coup, c'est faire un logiciel qui bat les champions du monde. OK, mais alors... Est-ce que c'est fun? Mais du coup, parce que le but d'un jeu, c'est quand même que ce soit amusant. Alors, du coup, quoi qu'il en soit, le problème, c'est que la technologie, dès qu'on ne l'a pas, on la considère science-fiction. Dès qu'on l'a, c'est moins de la science-fiction et puis on ne l'appelle plus. Ça fait partie de notre quotidien. Il y a un chercheur aux États-Unis, un informaticien qui s'appelle Douglas Hofstadter. Et lui, il a une phrase que j'adore. Pour lui, Douglas Hofstadter, il dit
l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait par une machine. Je te répète, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait par une machine. Parce que dès qu'on le fait, on appelle ça plus l'IA. C'est plus l'IA. Ça, c'est juste un logiciel. C'est juste une app. Dès qu'on l'a. Du coup, dès qu'on ne l'a pas, on appelle ça intelligence artificielle. Et du coup, il y a ces concepts, cette histoire d'intelligence artificielle forte, intelligence artificielle générale, tous ces trucs-là, c'est la suite de ta question, ça va venir. Et dès qu'on l'a, ok, c'est une application dans mon téléphone. Non, la vraie intelligence artificielle, c'est autre chose. Dès qu'on a cette autre chose, oui, c'est vrai, c'est un logiciel, je m'en sers. Mais non, la vraie IA, c'est toujours quelque chose, c'est un horizon qui se déplace dès qu'on s'approche. Du coup, moi, je pense que... Alors, ma réponse, la technologie, elle ne va jamais arrêter d'évoluer, au moins qu'on tombe dans une guerre nucléaire et puis on revient à l'époque de fer. Mais même là, les technologies, elle est innée à l'être humain. Du coup, la technologie, elle ne cesse d'évoluer. Par contre, ce qui ne va jamais arrêter, c'est que les gens, dès qu'ils sont ça, ils considèrent plus à l'IA. Moi, je pense... En fait, si tu avais montré les systèmes d'aujourd'hui à des mecs d'il y a 50 ans, même, je ne parlais pas il y a 50 ans. ChatGPT, moi, j'ai travaillé dans les NLP, j'ai travaillé dans les logiciels de ça. Et moi, quand je l'ai vu, mais quand tu arrives à voir tout ce qu'il est capable de faire, c'est avec un algorithme, toi, tu remplaces les algorithmes des traductions sur lesquelles j'ai pu travailler, ou les algorithmes de classification. Et un seul algorithme, il fait tout ça. Et en plus, moi, il y a 3 ans, je t'aurais dit, ChatGPT, ça ne va jamais exister, c'est la science-fiction. Maintenant, on l'a intégré. C'est une application, je l'utilise. Mais non, c'est pas ça l'IA. La vraie IA, c'est l'IA forte. Et puis, dès qu'on aura un truc un peu plus fort, non, c'est pas ça. La vraie IA, ce sera encore plus forte. Et dès qu'on a un truc plus fort, non, la vraie IA, ce sera toujours... Alors après, il y a quand même des petites étapes, en tout cas clés. En tout cas, l'une des grosses étapes, c'est de se dire le moment où on aura une intelligence artificielle qui sera capable de s'améliorer elle-même. Et c'est vrai que ça, je pense que ce sera l'intelligence artificielle ne s'améliore pas elle-même. C'est un ingénieur toujours qui entraîne. Toi, derrière ChatGPT, il y a toujours une équipe d'ingénieurs chez OpenAI qui décide quand et comment intégrer les nouvelles données pour les réentraîner. Et encore heureux que c'est comme ça, parce que réentraîner un modèle de GPT, je ne travaille pas chez OpenAI, mais à mon avis, ça doit coûter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en énergie, en consommation. Ce n'est pas une tâche que tu vas lancer, que tu vas décider à la machine qu'elle fasse toute seule. C'est-à-dire, c'est pas une seule machine. C'est sûr, on en est encore. C'est réentraîné toute seule, et après, tu reçois la facture de toutes les cartes graphiques et toute l'énergie que tu as consommée. On en est encore très très loin, ouais. Mais en tout cas, c'est le. C'est qu'on n'arrivera jamais. Il y a toujours un ingénieur, une équipe d'ingénieurs qui décide de quand, comment améliorer. C'est le logiciel, il a pas de volonté, il n'aura jamais une volonté. Un logiciel, c'est un outil informatique. Et toi, si tu es un informatique, tu sais. Alors, ça peut paraître la magie quand on les voit derrière, mais moi, avec messieurs et des formateurs, je vois ChatGPT, je vois un autocomplete d'un téléphone, je vois la même chose. C'est juste que ChatGPT, c'est plus avancé. Donc, mais pour moi... Pour toi, on va avoir des outils qui seront de plus en plus avancés, qui nous donneront un peu cette impression d'intelligence, en tout cas, qui iront de plus en plus loin. Mais tu penses qu'il y aura toujours besoin derrière d'humains et qu'on n'arrivera jamais au niveau où l'outil pourra lui-même s'améliorer, même à un très grand horizon, parce que c'est souvent ça un peu qu'on donne. Bien sûr que non, parce que c'est un outil. Ça toujours reste un outil. C'est un outil aussi puissant qu'il soit. Ça reste un outil. Ça reste quelque chose qu'on allume, qu'on étend. Et c'est quelque chose qui c'est tout. En fait, une cafetière, elle s'allume pas. Si, je peux faire une cafetière qui s'allume toute seule à 7 heures du matin, mais c'est parce que moi, j'ai décidé derrière qu'il y avait ces trucs-là. Et une cafetière, elle a pas de volonté, c'est un outil, c'est inerte. Et puis, je sais que c'est quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup cette histoire de, est-ce qu'un conscient va émerger, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va faire ça. Mais quand tu vois les trucs, quand tu sais comment ça marche, je suis désolé, en fait, quand je fais des formations, de casser ces fantasmes. Je suis conscient que si ces fantasmes-là n'existaient pas, les gens ne viendraient pas dans mes formations. Alors maintenant, je me vois un peu comme les magiciens qui va dévoiler les tours de magie. C'est-à-dire que tu fais les tours de magie, après tu dévoiles comment ça marche. Oui, ça casse la magie. Mais le problème, c'est que si on ne casse pas la magie, on reste dans la discussion des bistrots. On reste dans cette discussion des bistrots et on n'y va pas vraiment dans les trucs. On n'utilise pas des choses, on ne crée pas des nouveaux outils, on n'implémente pas. Si on reste dans la conversation des bistrots, on n'est pas productif. Oui,
C'est vrai que par exemple, il y a Yann Lequin qui dit souvent qu'aujourd'hui, on n'arrivera jamais à avoir un niveau d'intelligence qu'on appelle intelligence artificielle générale avec un large language model, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus intelligent qu'un chat. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je me demande si on va pas quand même, parce qu'on a encore pas mal de marge de progression avec tous ces domaines. Je ne dis pas pourquoi tu dis que c'est pas plus intelligent qu'un chat. Un chat, il sait pas faire 2 plus 2. Oui, c'est vrai. Mais il sait faire ça. Donc moi, je pense que l'intelligence, déjà, c'est très difficile à mesurer parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Du coup, chacun, il fait son test. Moi, je pense que c'est les gens qui essayent de... Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de mesurer par rapport à qui. Si tu fais un test, les gens, ils sont répondus. Et du coup, par rapport aux autres, toi, tu es au-dessus ou en bas. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que moi. Je te pose la question, Dimitri, c'est quand la date de l'indépendance de Colombie? Aucune idée. Moi, je sais. 20 juillet 1810, parce que j'ai fait ma scolarité en Colombie. Toi, tu ne connais pas. Maintenant, je te pose des questions. Toi, tu as été scolarisé en France? Oui. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, je te pose des questions sur les guerres napoléennes ou les rois de France. C'est pas sûr que... Non, mais peut-être mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas étudié ça. Et du coup, le problème, c'est que l'intelligence, tu ne peux pas forcément la mesurer facilement. Je pense que ce qu'il voulait dire Yann Lequin, en tout cas sur ce sujet-là, c'est que effectivement, avec un large langage modèle, on va avoir un modèle qui est capable d'être un très bon autocomplete, comme tu as dit, qui est capable de faire des très bonnes phrases, de deviner un petit peu ce qui va se passer derrière une suite de mots. Mais par exemple, un chat, il est capable de comprendre son environnement, de garder une expérience par rapport à quelque chose qui s'est passé, il peut s'entraîner, il peut adapter son comportement. Et ça, pour l'instant, en termes d'intelligence artificielle, on en est encore très loin, on n'a pas encore ce genre d'approche. On est capable de faire... Un chat, c'est un organisme vivant. C'est un organisme qui se développe, c'est un organisme qui se reproduit, c'est un organisme qui meurt, et c'est un organisme qui est drivé par son instinct de survie. Un ordinateur, c'est un outil. C'est juste un outil, c'est inerte. Et du coup, il n'y a pas une volonté de vivre, il n'y a pas une conscience, il n'y a pas une question de... Il n'y a rien. Et tout ça, tu peux dire, tu peux faire un logiciel qui dit « je suis vivant et j'ai envie de faire des choses ». Ça reste du texte, c'est juste, ça reste des pixels à l'écran. Et aussi impressionnant, même si tu mets des voix. GPT-4, je comprends. Ouais. Je comprends pas en fait pourquoi ils font ça, mais ils font des trucs avec de la voix, avec des émotions, avec des... Quand tu es ingénieur, tu vois derrière tout ça, tu n'as pas besoin de ça. Mais moi, j'utilise ChatGPT, j'utilise les 3.5, ça m'a très bien. Et je sais que les 4, ils vont me consommer plus des trucs, du coup, je n'utilise même pas. Moi, j'y vais pas. Moi, les 3.5, ça me va, j'ai pas besoin de plus. Les voix et tous ces trucs-là, alors au moins que tu sois un call center ou que tu veux faire vraiment faire impression, dans mon utilisation, je vois pas l'intérêt. En fait, au moins que tu veux vraiment tromper. Et que tu veux vraiment tromper et que la personne elle se dise je suis pas devant un ordinateur, au moins que tu veux faire ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'après ça va permettre en tout cas à des personnes qui aujourd'hui auraient peut-être un peu du mal à se mettre intelligence artificielle à peut-être plus facilement rentrer dedans, et je pense que ça reste d'être un changement assez important parce que ça va permettre tout simplement d'étendre les fonctionnalités que ChatGPT peut faire aujourd'hui. Et donc là, typiquement, avec le modèle GPT-4o, avec la voix qui n'est pas encore sortie, on attend de voir aussi ce que ça va donner en vrai, parce que pour l'instant, on a juste vu des démos. On peut, par exemple, préparer un entretien d'embauche, c'est un des exemples qu'il donnait, où GPT-4 il va être capable de prendre une image de la personne, voir si justement c'est des vêtements qui sont adaptés ou pas à un entretien, comprendre un peu mieux le contexte, et faire du coup une réponse qui est à partir de tout ça. Donc c'est juste pousser encore un peu plus loin, je pense. Mais pour moi, c'est beaucoup des gimmicks, c'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais fait une cafetière. Mon cafetière, j'attends qu'il fasse du café. Maintenant, j'ai fait une cafetière qui allume des lumières et qui met la musique, qui chauffe la tasse. C'est sympa, mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle fasse du café. Et du coup, moi, même avec OpenAI, ce que je veux, c'est qu'elle me génère du texte. Pourquoi? Parce que j'ai mes blogs, parce que j'ai mes trucs, parce que j'ai mes choses, les propositions pour les clients, tout ça. Du coup, je vois pas l'intérêt, personnellement. Je comprends pas pourquoi elles ont travaillé, pourquoi elles ont fait ça. Pourquoi ils ont mis tous ces trucs des gimmicks, de la voix, un peu plus. des accents, des rigoles. Enfin, pour moi, c'est des gimmicks que je veux pas forcément, je vois pas l'intérêt. Mais après, peut-être je me trompe, c'est aussi mon regard un peu de pratique. Sur la partie génération de vidéos, t'en penses quoi? Parce qu'il y avait le modèle Sora qui avait été annoncé par OpenAI auquel on n'a pas encore accès. Là, en ce moment, il y a un autre modèle qui fait pas mal parler de lui qui s'appelle Luma. Je sais pas si tu l'as un peu vu, mais il est assez performant. Est-ce que là, tu penses qu'il y a un intérêt de ce côté-là sur la partie génération de vidéos? Alors, je ne suis pas forcément la bonne personne à répondre. Je ne travaille pas en l'audiovisuel. C'est-à-dire que je ne fais pas de contenu. La plupart du temps que je fais de contenu, c'est des vidéos, des tutoriels, des trucs comme ça. Et du coup, là, il y a quelques applications, AGN. Il y en a d'autres qui sont capables de faire des tutoriels avec des personnes. Et ça me va.
Alors maintenant, faire des vidéos artistiques, c'est mon travail. Je suis pas dans ce type de travail créatif. Pour les gens qui les font, je pense que oui, c'est un game changer. C'est un peu comme la génération d'images. Pour les graphistes, c'est un game changer. Et du coup, là, maintenant, tu as deux types de graphistes, ceux qui s'en servent, ceux qui s'en servent pas. C'est un peu comme Photoshop. Il y a les graphistes qui s'en servent, il y a les graphistes qui s'en servent pas. Du coup, je pense que le futur appartient à ceux qui connaissent ces outils, savent les manipuler, effectivement, les intègrent, et surtout qui apprennent à travailler de façon intelligente avec ça. Avec la vidéo, ça va être un peu la même chose. Je pense que maintenant que tu peux générer des vidéos, si tu es dans ces milieux, si tu es dans le milieu audiovisuel et que ton travail c'est de faire des vidéos, il y aura deux types de personnes, les gens qui font et les gens qui n'utilisent pas. Ouais, là, je suis très d'accord avec toi. Il faut aussi savoir s'adapter avec cette technologie et tous ces changements. Et si on s'adapte et qu'on les intègre justement dans notre travail, ça nous permet aussi, je pense, d'être plus performant que les autres, en tout cas de garder une avance et de je pense, rester à niveau. Et vu que les outils changent régulièrement, c'est pour ça aussi que je pense que c'est toujours bien de rester un peu à jour sur tous ces sujets-là, quoi. Mais c'est très bien que ça change. Alors maintenant, le problème, c'est pas parce que tu as un outil, parce que beaucoup d'auditeurs, toi, ils te regardent, ils te disent, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que Dieu fait? Moi, la question, c'est calme-toi un peu. C'est-à-dire, il y a un outil. Est-ce que toi, tu as besoin de faire ça? Est-ce que toi, tu fais de la génération de vidéos dans ton quotidien? Non. Est-ce que tu as besoin de la faire? Non. Est-ce que tu as besoin de changer de métier ou Non. Bon, dans ces cas-là, c'est très bien que ça existe. Alors maintenant, calme-toi un peu. C'est un outil, c'est pas pour toi. C'est pas parce qu'il y a des machines IRM qui sont capables de détecter, je sais pas, les cancers ou les structures des os que ça existe, que j'ai une anxiété. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'anxiété. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours en train de se dire, merde, il y a un truc qui se passe. Et je ne comprends pas. On parle d'IA, on parle d'avancée, et puis les médias, ils nous bombardent, mais tous les temps, il y a tous les temps des nouveautés, des nouveaux outils, des nouveaux trucs. Les gens, ils ont l'impression, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et du coup, moi, une des choses que je dis, c'est calme-toi. Tu n'es pas en train de passer à côté de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, est-ce que tu as eu besoin de ça? Non. Maintenant, il y a des outils de génération de musique absolument géniaux. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de générer de musique. Alors peut-être toi, pour ton blog, moi, j'en ai pas besoin. Un jingle, c'est maximum pour une chaîne YouTube. Basta. Du coup, c'est génial que ça existe. C'est sympa de savoir que ça existe. Alors maintenant, je ne vais pas changer les métiers parce que cet outil il existe. C'est pas non plus. Du coup, ma question pour la génération de vidéos, oui, ça touche des gens qui font de la génération de la vidéo. Maintenant, c'est quoi? C'est 1% de la population mondiale? C'est pas non plus. Oui, bien sûr, ouais. Mais non, c'est super intéressant. Ouais. Donc, ton point de vue, c'est plus regarder où est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter quelque chose, d'un point de vue pratique, et pas forcément se retrouver à essayer d'un peu faire un peu du ce qu'on appelle le FOMO, quoi, le fear of missing out. On se dit, je rate quelque chose, et là, il y a une nouvelle IA qui fait de la vidéo, il faut que j'aille dessus. Là, il y a de la musique, il faut que j'aille dessus. Et plutôt se recentrer sur ce qui nous sert vraiment. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises, la question qu'elles se posent, c'est il y a l'IA, comment est-ce que je peux faire de l'IA? Qu'est-ce que je peux faire en IA? Quel est le use case? Et du coup, moi, ces mots, use case, je déteste parce que je dis, tu ne vas pas chercher des use cases, tu vas plutôt te dire quels sont mes problèmes. Et toutes les boîtes, elles sont des problèmes. Oui. En quoi je perds du temps? Et toutes les boîtes, elles perdent du temps. Quelles sont les problématiques? Quelles sont les choses que je peux améliorer? Et toutes les sociétés de toute la planète, la mienne comprise, la tienne aussi, on a tous des trucs qu'on peut améliorer. Là, c'est poser la question, est-ce que l'IA, elle peut m'aider avec ça? Alors certainement, surtout que la définition d'IA, elle est tellement vaste. Pour moi, une calculatrice, c'est l'IA. Un site web, c'est déjà une IA. Du machine learning, c'est de l'IA. Du coup, est-ce que la technologie, plutôt, elle peut m'aider avec ça? Alors certainement. Comment? Ah, non, ça c'est une autre question. Du coup, on peut regarder. Toi-même, tu peux. Il y a des méthodologies pour ça. Moi, j'utilise une méthodologie qui s'appelle le design thinking. C'est pour que la personne, elle co-construise. Les équipes, ils co-construisent eux-mêmes la solution avec une validation technique. Évidemment, elle est faite par moi quand j'ai les compétences et quand je peux les faire. Mais c'est eux-mêmes qui vont donner cette réponse. Mais du coup, l'idée, c'est pas de dire comment j'utilise l'IA. C'est plutôt quels sont mes problèmes. Et du coup, par rapport à mes problèmes, comment je peux les régler. Toi, tu ne te réveilles pas les matins, Dimitri, et que je sache, et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait en termes d'IA. Toi, ton truc, c'est tous les jours, c'est comment je paye mes factures. J'arrive à la fin du mois, et du coup, arriver à la fin du mois, c'est il te faut trouver des annonceurs, il te faut trouver des partenariats, il te faut faire ci, il te faut. Et c'est ça. Alors, ouais, c'est résoudre le problème brique par brique, quoi. Ça, c'est une autre question. Mais c'est pas, tu te dis pas comment est-ce que j'intègre la génération de vidéos dans mon truc. Moi, j'ai jamais fait une génération de vidéos, du coup, ça. C'est très bien de savoir que ça existe. Après, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit GPT-4o, qui génère des voix réalistes et tous ces trucs-là, je trouve génial, alors je trouve joli. Maintenant,
j'ai absolument pas besoin de ça. Du coup, c'est génial qu'ils fassent ça. Et ça fait plus d'effet waouh. Moi, là où je peux intégrer ça, c'est que je peux faire des démos ou des trucs un peu plus waouh. Un peu plus et les gens ils disent, c'est un tour de magie. Par contre, mon job, ça va démonter les tours de magie. Du coup, je vais toujours chercher qu'est-ce qu'on peut pas faire et qu'est-ce qu'on peut pas trouver et montrer aux gens que ça saute aux cieux les limites de ces trucs-là. Moi, je me demande aussi si, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de Uber qui était avec cet effet waouh. Au moment où on a créé le smartphone, où les smartphones sont arrivés, je pense que personne n'aurait jamais pensé que le fait d'avoir un petit ordinateur dans ta poche avec un GPS, une connexion Internet, permettait de créer une application comme Uber. Et du coup, je me demande si on va pas aussi avoir ce genre de choses avec GPT-4o, par exemple, où là, comme ça, on se dit, bon, c'est sympa, mais l'utilité, je la vois pas directement. Et au final, à voir justement des nouvelles utilisations qui vont se créer, parce que y a cette nouvelle fonction qui arrive et qui est disponible pour tout le monde, quoi. Alors, c'est certainement. Alors, j'ai pas dit, quand j'ai dit je vois pas l'utilité, parce que je la vois pas. Mais après, si ça s'est fait, comme tu dis, il y a quelqu'un qui construit un truc au-dessus de ça, et que voilà, ça devient les nouveaux smartphones. Mais c'est génial. Mais alors, les problèmes avec la technologie, c'est pas un problème, c'est que ça s'arrête jamais. Ouais. Et c'est très bien que ça s'arrête jamais. Maintenant, les problèmes, c'est qu'on commence à construire ce qu'on appelle des couches d'abstraction. C'est-à-dire que avant, ce qu'on enseignait en technologie à l'époque de mes parents, ils s'apprenaient comment ça marchait les transistors, parce que les transistors, c'était tout petit qu'on pouvait les manipuler. Aujourd'hui, les gens ne s'apprennent pas ça. Les gens qui savent comment ça marche les transistors, c'est les gens d'Intel, les gens de AMD, les gens de Nvidia. Pas plus que ça. Enfin, les gens, ils savent pas comment ça marche un transistor, comment c'est construit. Ils ne pourraient pas les construire. Du coup, on passe au système d'exploitation. Mais même là, à l'époque, on enseignait comment les faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche ni de construire son propre OS. Windows, Mac, Linux, ça existe. Pourquoi je vais faire mon propre OS? Du coup, on passe à la couche applicative. Et du coup, les langages de développement. Et même dans les langages de développement, il y a des couches d'abstraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux coder en C, tu peux coder... Mais les gens, ils vont utiliser aussi des langages qui sont faits avec du C, comme Python et compagnie, du coup, qui permettent de faire des choses plus rapidement que si tu le faisais avec C, qui en tous, te donne beaucoup plus de flexibilité, mais ça demande plus de temps, ça demande plus de connaissances. Du coup, moi, mon truc, c'est la technologie, elle évolue. C'est toujours, on rajoute des couches de connaissances, ce qui est cool parce que ça nous permet d'aller plus vite dans les quotidiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te réserver un vol pour aller en Turquie, un avion, et un hôtel et tout ça avec 2-3 clics. Maintenant, le problème, c'est qu'on s'éloigne de la source. Et du coup, s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas ça, comment j'ai fait pour mon voyage en Turquie? Du coup, c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, il faut sortir un téléphone, il faut essayer de voir les pages jaunes, je ne sais pas comment aller. Toi, tu me dis, réserve-moi un voyage en Turquie sans Internet. Sincèrement, je ne saurais pas quoi faire. Du coup, on devient un peu dépendante de ces couches d'abstraction. Et de plus en plus. Alors moi, par contre, mon problème, c'est que nos enfants, ils deviennent dépendants des logiciels comme ChatGPT. Et que demain, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que ChatGPT, il a dit. Et du coup, qu'ils perdent un peu aussi cette capacité. Il faut garder un petit peu un sens critique là-dessus, quoi. Et perdre les sens critiques. Une des choses que je fais dans mes formations, je montre un slide avec une phrase de Sofía Ramírez de l'Association pour la promotion de l'intelligence artificielle qui dit « Les limites de l'intelligence artificielle sont celles de l'intelligence humaine. Ensemble, nous pouvons accomplir des phrases des choses au-delà de notre imagination la plus folle. » Est-ce que tu connais Sofía Ramírez de l'Association pour la promotion de l'intelligence artificielle? Mais je serais ravi de l'accueillir au podcast si jamais tu peux me mettre en relation avec lui. Hein. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Sofía Ramírez n'existait pas. Ah, ok. En fait, les slides d'après que je montre, après que les gens sont débattus sur la phrase, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Les slides d'après, je montre que c'est juste, j'ai demandé à ChatGPT, fais une phrase inspirante sur une personne de l'IA qui n'existait pas. Il m'a sorti ça. La photo de Sofía Ramírez que je montre, je l'ai fait avec Midjourney. Là, du coup, les gens ils se remettent en question. Du coup, là, la conversation, c'est autre. C'est est-ce qu'il faut faire confiance? Comment est-ce qu'on développe un esprit critique? Et du coup, ça me permet d'enseigner ce type de choses dans mes formations. Ouais, c'est top. C'est une super façon de voir les choses. Écoute, on arrive presque à un peu plus d'1 heure du podcast. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour conclure sur la fin? Mais en tout cas, je te dis, c'était vraiment super de passer cette heure avec toi. Et si jamais ça te dit, on pourra aussi peut-être refaire un épisode parce que je pense qu'il y avait encore plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder et peut-être qu'on pourra refaire un épisode sur un sujet un peu plus particulier ou spécifique si jamais ça te dit. Mais est-ce que tu voudrais conclure avec un petit dernier mot Alors, un petit mot pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire qu'on a peur des choses qu'on ne connaît pas. On a peur des choses qu'on ne connaît pas parce que quand on connaît mal un sujet, on a tendance à se rappeler juste des détails qui nous ont impressionnés. C'est-à-dire que dans l'IA,
on entend des phrases, elle va voler les travails, c'est plus dangereux que des armes nucléaires, des phrases qui veulent rien dire, comme l'intelligence artificielle, c'est les contraires de la bêtise naturelle. J'ai entendu ça quelque part, ça ne veut rien dire, c'est ce qu'on appelle des aphorismes. Du coup, mon truc, c'est aller plus loin. Du coup, pour moi, l'arme la plus redoutable d'un être humain, c'est sa curiosité. Et sa capacité à se poser des questions, s'intéresser aux choses. Et du coup, c'est cette curiosité naturelle qu'on a tous entre nous. Et du coup, soyez curieux par rapport à l'IA. Et au-delà de l'utiliser, utilisez encore plus. Posez des questions, essayez de piéger ChatGPT, essayez de faire des trucs. Si vous écoutez ça, posez la question à ChatGPT, comment je m'appelle? Et vous allez voir que la version 4, la version 5, la version 7, il ne fera jamais ça. Parce que c'est pas programmé pour. C'est pas fait dans le fonctionnement derrière ChatGPT. Du coup, moi, mon truc pour les auditeurs, c'est poser la question à ChatGPT, comment je m'appelle? Et posez-vous la question, pourquoi elle ne sait pas comment je m'appelle? Et du coup, ça, si ça titille un tout petit peu la curiosité, c'est déjà un premier pas. Et du coup, c'est ce qu'il faut. Vous allez dans la bonne direction. Super. Merci beaucoup, Camillo, pour ce mot de fin. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très important de s'intéresser à tout ça. Et donc, du coup, je retrouve les auditeurs la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao. Merci, Dimitri.